Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, peut-être vous vous rappelez pas, mais peut-être vous l'avez pas vu ou peut-être. J'avais sorti une vidéo sur les nanoparticules en l'impression 3D. J'avais mis la main sur un capteur de nanoparticules, puis j'avais essayé, autant bien que je peux, de voir s'il y avait des nanoparticules qui étaient émises d'une imprimante 3D lors de l'impression et tout ça. Donc, à la fin de la vidéo, durant la vidéo, j'ai dit, écoutez, je ne suis pas un spécialiste, mais s'il y en a un spécialiste qui m'écoute, ben, j'aimerais ça vous parler. Puis j'ai eu un contact de Ludwig Winch, qui est un scientifique dans ce domaine-là. Il m'a contacté et il m'a dit, Dominique, écoute, je suis spécialisé dans ce genre de truc-là, spécialement pour l'impression 3D. Alors, je vous dis un petit peu son profil. Dans le fond, Ludwig Winch, il est professeur adjoint au département de santé environnementale et au travail de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Alors, je le lis parce que c'est des titres compliqués puis je ne vais pas me tromper. Il y a un cursus universitaire en physique et en chimie de l'Université des sciences de Bordeaux en France. Il est aussi titulaire d'un doctorat en recherche appliquée à l'École de technologie supérieure de Montréal. Donc, il travaille en santé et sécurité. Puis, ce qui le fascine ces temps-ci, c'est l'impression 3D. Donc, il m'a accordé, c'est une entrevue de 45 minutes. L'entrevue totale prenait 1 heure, mais on parlait entre-temps, puis différents trucs de même. Mais 45 minutes sur la vérité sur l'impression 3D et les nanoparticules. Je dis nanoparticules, vous allez voir, ce n'est pas le bon terme, c'est particules ultra fines. On parle aussi des COV, on va parler un peu de l'impression en résine, on parle des imprimantes ouvertes, on parle des imprimantes fermées. Alors, on a parlé de toutes sortes de trucs. Donc, je vous laisse écouter l'entrevue que j'ai eue avec Ludwig. Bonjour tout le monde, je suis avec présentement Ludwig. Puis, vous vous souvenez, il y a un certain temps, j'avais fait une vidéo sur les nanoparticules. Je ne suis pas un spécialiste, comme j'avais dit, sauf que j'avais dit, s'il y a quelqu'un qui connaît les nanoparticules, ben, de me contacter. Et j'ai eu le contact de Ludwig qui m'a contacté cet été. Puis là, on l'a avec nous aujourd'hui. Alors, bienvenue, Ludwig, parmi nous. Ludwig Wench, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Puis, dans le fond, on va parler de nanoparticules parce que si j'ai bien compris, tu es un peu un spécialiste là-dedans, hein, c'est bien ça? Parle-nous un petit peu de toi là, pour commencer. Je suis professeur adjoint au département de santé environnementale et santé au travail de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et effectivement, mes travaux de recherche, l'essentiel de mes travaux de recherche sont sur je ne limiterai pas à nanoparticules, mais prenons un terme plus large que sont les particules ultra fines, en particulier en milieu de travail. Et ça m'a conduit à développer tout un programme sur les particules ultra fines qui sont émises lors de l'impression 3D et en particulier lorsqu'on utilise la technologie FDM, donc de fusion. Alors, c'est une belle expertise puis, que tu as. Je pense que ça fait déjà quelques années que tu es là-dedans en plus. Tu as commencé avec, c'est quoi, une dizaine d'années, hein, si j'ai bien compris? Oui, environ une dizaine d'années. J'ai commencé vraiment à travailler sur les nanoparticules. Donc là, je vais employer le terme de nanoparticules en 2019 pour mon doctorat que j'ai passé à l'École de technologie supérieure. Et puis après, l'ensemble de mes projets de recherche se sont axés sur les particules ultra fines en milieu de travail, que ça aille de la mesure de l'exposition à la réduction à la source des émissions, jusqu'aux équipements de protection et en particulier comment filtrer les particules qui sont émises en milieu de travail pour pas qu'elles atteignent la zone soit cutanée, soit respiratoire des travailleurs. Là, tu dis particules ultra fines, puis moi j'entends microparticules, nanoparticules, particules ultra fines. C'est quoi la différence pour les auditeurs? Alors, effectivement, il y a quand même toute une terminologie à respecter. On devrait, si on va essayer de prendre la terminologie la plus générale, où on va parler d'abord de nano-objet. Alors, un nano-objet, c'est un objet de matière dont la dimension est comprise entre 1 et 100 nanomètres. Donc, c'est 1 milliardième du mètre. Donc, utilisation, bien sûr, d'appareils spécifiques et de pointes pour pouvoir les mesurer, les quantifier. Et dans ces nano-objets, en fait,
on va retrouver ce qu'on appelle les particules ultra fines, c'est-à-dire que ce sont des particules qui sont émises mais de façon involontaire. Exemple qui nous intéresse aujourd'hui, lorsque vous faites une impression 3D, vous allez faire fondre un filament. Ce filament, en fait, vous créez une dégradation thermique et cette dégradation thermique va émettre des particules, pas que des particules d'ailleurs, aussi des composés organiques volatiles, donc des composés gazeux, et qui sont de taille nanométrique et donc qui sont émises involontairement. Ces particules sont émises involontairement, donc on va les appeler particules ultra fines. Lorsque on utilise des particules qui sont fabriquées intentionnellement par l'homme pour intégrer certains produits, juste pour modifier certaines capacités, caractéristiques chimiques, physiques, thermiques, électriques, certaines propriétés. À ce moment-là, on va parler de nanoparticules et je dirais même, c'est encore un abus de langage parce que nanoparticules sous-entend que les 3 dimensions de l'objet soit inférieur à 100 nanomètres. C'est-à-dire quand on parle de nanoparticules, on parle d'objets qui ressemblent à des sphères. Vous allez avoir des nanofeuillets, des nanoargiles en forme de bâtonnets. Donc vous avez le graphène, on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est sous forme de un genre de feuillet. Donc, c'est vraiment différentes formes. Donc, vraiment, moi, je m'attache à tout ce qui est particules ultra fines, donc produits involontairement lors d'un processus mécanique, chimique, etc. Alors, je vais changer ma terminologie puis je vais utiliser particules ultra fines de maintenant. Écoute, Ludwig, je vais commencer par poser la première question. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité que l'impression 3D à la maison, des imprimantes qu'on achète comme les Creality, tout ça, dégage des particules ultra fines ou c'est pas vrai? Alors, oui. Ça, c'est une affirmation. L'impression 3D de technologie FDM, comme je le disais, en fait, crée une dégradation thermique lorsqu'on fait fondre le filament pour pouvoir l'imprimer. Donc, on crée une dégradation thermique et cette dégradation thermique fait que vous avez des petites particules, des particules ultra fines qui vont être émises, quel que soit le type de filament. Et vous avez en plus ce qu'on appelle des composés organiques volatiles qui vont être émis aussi. Ce sont des composés qui sont en phase gazeuse. Et en général, quand vous imprimez et que vous sentez des fois une petite odeur, ce sont ces composés organiques volatiles. Alors, pour peut-être écarter tout de suite les composés organiques volatiles, on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais il y a plusieurs études qui ont montré qu'en fait, les concentrations mesurées, ce n'est pas parce que vous le sentez que vous êtes exposé à des concentrations trop fortes et potentiellement dangereuses. Il a été montré que les concentrations qui étaient mesurées étaient bien en dessous des valeurs limites d'exposition recommandées pour les COV considérés. Donc, en fait, ce n'est pas le plus gros enjeu, les composés organiques volatiles. Mais en ce qui concerne les particules ultra fines, effectivement, dès l'instant que vous avez un processus de dégradation thermique, vous allez retrouver ça aussi dans les soudages, les fumées diesel, etc. Vous avez production, émission de particules ultra fines. Donc, l'impression 3D à la maison, il n'y a pas vraiment de risque pour les COV, mais pour les particules ultra fines, on va tomber dans le sujet dans un petit instant. C'est bien ça? Exactement. Mais avant qu'on parle de quantité, si c'est dangereux, tout ça, c'est quoi ça fait sur l'organisme? Mettons, est-ce que c'est dangereux, mettons, au toucher? Est-ce que c'est dangereux à l'inhalation? Et une fois que je l'inhale, qu'est-ce que ça fait? J'ai entendu des mythes comme de quoi que ça passait à travers les poumons, ça rentrait directement dans le sang, puis on les accumulait. D'autres, ça venait s'accoter sur les poumons, ou coller aux poumons. J'en ai même entendu qu'il y a des nanoparticules ou des particules ultra fines, excuse-moi, de la poudre pour l'impression 3D en métal, que si je touchais, ça pouvait rentrer à travers ma peau. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce que ça fait sur le corps? Alors, effectivement, les 2 voies principales d'entrée dans l'organisme, il y en a plusieurs, mais les 2 voies principales restent l'inhalation, parce qu'effectivement, ce sont des particules qui sont aéroportées, qui sont en suspension dans l'air, du fait de leur petite taille,
puisqu'elles sont nanométriques, leur temps de suspension dans l'air peut être très long. Elles ne vont pas retomber. C'est simple, plus la particule va être lourde, plus elle va tomber vite. Donc là, vu qu'elles sont petites, faible densité, elles vont rester plus longtemps en suspension dans l'air. Donc, c'est l'inhalation. Deuxièmement, c'est la voie cutanée, donc par la peau. On pourrait rajouter aussi l'ingestion, mais qui est vraiment beaucoup moins référencée dans la littérature, et au niveau oculaire aussi, puisque c'est une muqueuse et que possiblement les particules pourraient rentrer. Mais c'est beaucoup moins référencé dans la littérature. Alors, en ce qui concerne les effets sur la santé, alors, si on regarde déjà au niveau de l'inhalation, donc par les voies respiratoires, du fait de leur taille, effectivement, ces particules ultra fines peuvent se rendre jusque dans les alvéoles pulmonaires. Et là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont pouvoir passer dans le système sanguin et se retrouver dans des organes, certains organes cibles comme les reins, le foie. Vous pouvez les retrouver, il y en a même qui ont été retrouvés dans le cerveau. Alors, qu'est-ce que ça peut créer, par exemple, au niveau… Alors, certaines, effectivement, maladies peuvent se développer, mais là, je me permettrai peut-être d'avoir de vous référer vers des toxicologues qui vous parleraient mieux de ça. Hein. Là, on sort un peu de mon expertise. Et au niveau des poumons, vous pouvez avoir des inflammations. Hein. On sait que ça peut provoquer de l'asthme. Donc, vous avez ce panel, en fait, d'effets qui peuvent apparaître. Ensuite, au niveau cutané. Alors, au niveau cutané aussi, il a été montré que des particules de cette taille pouvaient passer les différentes couches de la peau, ouais, le stratum corneum, l'épiderme, le derme, et se retrouver au niveau de la base des follicules pileux, par exemple, des glandes sébacées. Et il y a une étude qui a été menée il y a quelques temps qui ont montré, et là je parle bien je rechange mon terme, de nanoparticules, vous savez, qui sont dans les crèmes solaires, par exemple, hein, pour inhiber les effets des ultraviolets. En fait, les gens qui se passent beaucoup de crèmes solaires, il a été montré que ça pourrait se retrouver pendant au moins 3 semaines dans les urines et le sang. Donc, il y a une possibilité que ça passe aussi. Mais après, on va quand même relativiser tout ça en ce qui concerne l'utilisation en milieu, je vais dire, de loisirs, en milieu de loisirs, donc c'est-à-dire au niveau de l'utilisation chez soi. OK. Bon, maintenant, je suis sûr que tout le monde se pose la question. Alors, j'ai 2 imprimantes chez nous. Bon, ça dégage des particules ultra fines. Maintenant, on le sait. Il y a de l'ABS, il y a du PETG, il y a de l'ASA. On ne parlera pas tout de suite des matériaux, mais est-ce qu'une imprimante, quelqu'un qui imprime quelques pièces par semaine dans un environnement, on va dire une maison qui est fermée, parce que nous, par exemple, au Québec, l'hiver s'en vient tranquillement, donc j'ai un échangeur d'air, je ne peux pas avoir de fenêtre d'ouverte. Est-ce que après un 10 heures, 12 heures d'impression, est-ce qu'il y a un risque réel pour la santé ou un risque réel d'avoir des particules qui vont rester dedans nous? Juste une question avant que tu répondes à cette question-là. Est-ce que les particules, mettons, les particules ultra fines dues à l'impression 3D, est-ce que comme pour la crème solaire, va sortir dans les urines et va s'évacuer ou reste accumulé dans le corps? Non, en général, vont quand même s'évacuer, mais peuvent créer quand même des inflammations. Hein. Okay. Mais petit à petit vont s'évacuer. Alors là aussi, comme je dis, là, ça prendrait l'expertise d'un toxicologue pour parler de ce qu'on appelle pour parler de la clairance, le temps que met un corps pour diminuer de moitié ces quantités de contaminants dans l'organisme. Mais là, je suis loin vraiment de mon expertise. Qu'il y a au département d'ailleurs. Hein, ça pourrait être une autre vidéo avec. Exactement, parce qu'il y a des toxicologues dans le département, donc qui répondraient de façon surtout sur les effets sur la santé et puis le comportement, d'avoir des précisions du comportement dans l'organisme. Je pense que ça serait mieux de s'orienter vers eux. Parfait. Alors, je reviens à mon autre question. Est-ce que ça peut être dangereux pour quelqu'un d'imprimer 3D à la maison avec 1 ou 2 imprimantes de façon régulière, mais pas abusive? Alors,
on vient de parler des effets néfastes et de la possibilité que les particules entrent dans l'organisme et induisent des effets sur la santé. Maintenant, il faut savoir relativiser les choses. Il y a, je veux dire, une équation, alors je ne vais pas rentrer dans des termes compliqués d'équation, mais il y a une équation qui est fondamentale lorsqu'on parle d'exposition à des contaminants, c'est de différencier ce qu'est le risque du danger. C'est fondamental. Qu'est-ce que c'est que le danger? Le danger, c'est quelque chose c'est une propriété qui est intrinsèque au contaminant. Une particule ultra fine, quel est le danger? Inflammation, etc. Qu'est-ce que c'est que le risque? Le risque, c'est le danger que multiplie l'exposition. C'est-à-dire que lorsque on va mesurer une certaine concentration, donc on est exposé à une certaine concentration, ou que sur une durée longue, on est exposé à une autre concentration, on peut en déduire le risque que cela va impliquer. Une probabilité finalement. Le risque, c'est une probabilité. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre dans cette équation, je répète, risque égale danger fois exposition, c'est que la seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est l'exposition. Le danger, il est intrinsèque au contaminant, dans notre cas, les particules ultrafines. Ça, on ne peut pas le changer, c'est ce que c'est. Maintenant, l'exposition, c'est de se dire, est-ce que je fais de l'impression 24 heures sur 24 dans un local qui fait 2 mètres carrés avec 3 imprimantes, ou est-ce que je fais une impression qui va peut-être durer 10 heures dans une grande pièce et qu'éventuellement, pendant 10 minutes, je peux quand même ouvrir la fenêtre. Donc, c'est là où tout se joue. Donc, la réponse ne sera jamais stricte en disant « oui, vous risquez rien, non, vous risquez quelque chose ». C'est de savoir évaluer le risque que l'on prend lorsque on fait une impression. Alors maintenant, lorsqu'on est chez soi, et qu'on ne fait pas l'impression de 3D, je vais dire, à outrance, vous imprimez une pièce pendant 10 heures, j'ai une imprimante 3D, je l'utilise, je n'utilise pas de N95, de masque respiratoire ou de combinaison intégrale pour l'exposition cutanée. Voilà, dans les maisons, on a une circulation d'air qui se fait, des changements d'air qui se font par heure. Ça reste suffisant. Ceci dit, toujours essayer de trouver un emplacement où vous êtes dans une grande pièce. Je veux dire, ce que je propose là, c'est juste de limiter l'exposition. Si vous êtes dans une grande pièce, vous allez diminuer la concentration puisque le volume augmente. Donc, vous allez avoir moins de particules par unité de volume. Si vous ne restez pas, lorsqu'on imprime, on s'entend qu'on n'a pas le nez sur la buse pendant 10 heures, on va faire autre chose. Donc, déjà, l'exposition, ce qu'on appelle la chambre proche, elle n'existe pas. Et puis, rien ne vous empêche aussi. Alors, je sais que c'est plus difficile l'hiver, mais tout simplement, lorsque c'est l'été, vous pouvez imprimer la fenêtre ouverte avec une ventilation naturelle, ou en hiver, si c'est possible, de temps en temps, je ne dis pas systématiquement après, de donner un courant d'air à votre pièce de quelques minutes, c'est largement suffisant. Mais je vous dirais que dans l'absolu, si vous faites une impression, 3 fois par semaine dans une pièce assez grande ou même si l'hiver, vous ne l'ouvrez jamais, il n'y a pas de risques qui ont été rapportés car l'exposition reste relativement faible. Autrement dit, quelqu'un qui a 12 imprimantes dans sa petite chambre à coucher puis qui imprime 24 heures sur 24, c'est vraiment pas l'idéal. Mais mettons, quelqu'un de normal, on va dire, qui a 1 ou 2 imprimantes dans sa maison ou dans son sous-sol, puis qui a un changement d'air normal, le risque est là, mais il n'est vraiment pas assez élevé pour mettre un N95 ou un suit hazmat. Exactement. Le risque ne peut pas être égal à 0 par définition. Hein, c'est une probabilité. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur le terme d'impression loisir, parce que même si ce n'est pas une définition officielle, c'est peut-être la définition que moi je m'en fais, mais une impression loisir, ce n'est pas imprimer justement avec 5 imprimantes dans 5 mètres carrés et 24 heures sur 24.
et en étant présent en plus sur les lieux d'impression. Donc, Écoute, voilà. Ludwig, laisse-moi ouvrir mes fenêtres chez nous et je reviens. Parfait. Maintenant, merci beaucoup pour cette réponse-là. Ça m'éclaire énormément. Puis en plus, j'ai l'occasion de parler avec Ludwig présentement. Puis ça, c'est quelques jours avant que je mette la vidéo publique. Donc, je connais l'information avant tout le monde. Je suis content de savoir ça. Je suis un peu rassuré aussi. Maintenant, des fois, j'imprime du PLA, des fois, j'imprime de l'ABS. L'ABS sent beaucoup plus fort, le ASA sent beaucoup plus fort que, par exemple, le PLA. Est-ce que, puis il y a plein de légendes ou pas qui disent que l'ABS émet 10 ou 50 fois plus de particules ultra fines que le PLA. Est-ce que c'est vrai ou encore là, c'est peut-être vrai, mais même l'ABS n'est pas suffisant pour que le risque soit assez élevé pour prendre action avec un masque ou un filtre? Alors, les émissions de particules sont vraiment très variables en fonction de beaucoup de paramètres en fait. Et actuellement, dans mon équipe de recherche, on est en train de regarder ça, mais il y a quelques informations que l'on peut trouver déjà dans la littérature scientifique. Déjà, le matériau. Effectivement, à la base, le matériau, vous allez avoir le PLA qui imprime environ 10 fois, qui émet environ 10 fois moins que l'ABS. Et encore, je nuancerai ces propos parce que ça va dépendre aussi de beaucoup d'autres facteurs. L'ABS, effectivement, émet beaucoup de particules. Vous pouvez aller à plusieurs milliards de particules par minute. Vous avez le HIPS, je pense au HIPS parce qu'on y a travaillé dessus, donc le High Impact Polystyrene, qui lui émet encore plus. Là, à partir de là, on vient de regarder le matériau. Alors oui, il y a des matériaux, c'est vrai, qui vont émettre plus que d'autres. Après, si on se dit, on prend un matériau, on va prendre par exemple l'ABS. L'ABS, effectivement, on sent que tout à l'heure, je vous parlais des COV, des composés organiques volatiles, on sent l'ABS contient le S, c'est styrène. Donc, ce sont en fait des COV. Le COV, le composé organique volatile, c'est le styrène que vous sentez, mais qui a une limite de détection olfactive qui est très basse, donc vous le sentez, mais vous n'êtes pas encore à des valeurs limites d'exposition qui pourraient, si dépassées, être néfastes pour la santé. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je répète, c'est pas parce que vous le sentez. Ça, c'est pour les COV, hein? Ça, c'est pour les COV. C'est pas parce que vous le sentez que vous êtes en situation non conforme, on va dire, par rapport à des valeurs limites d'exposition. Donc, vous avez donc l'ABS. L'ABS va émettre aussi différemment, par exemple, selon sa couleur. Si c'est du jaune, du rouge, du noir, du vert. Alors, tout simplement, pourquoi? Là aussi, il y a quelques références scientifiques. Tout simplement pourquoi? Parce que pour différencier les couleurs, on met des pigments. On met des pigments et qu'est-ce qu'on met aussi d'autre? On met souvent des additifs. On va mettre des additifs pour stabiliser la couleur. Lorsqu'on utilise du blanc, par exemple, on va mettre du dioxyde de titane pour faire du plus blanc que blanc. Petite parenthèse, c'est entre autres ce que mettait à une époque Danone dans ses yaourts pour que les yaourts soient plus blancs. Maintenant, ils n'ont plus le droit. Bon, c'était juste une parenthèse, une anecdote. Mais vous le retrouvez dans les peintures, vous le retrouvez à peu près dans de nombreux produits où on veut vraiment faire ressortir la couleur ou obtenir un blanc presque immaculé. Donc, ces pigments et ces additifs, eh bien, lorsqu'on va dégrader le filament, oui, vous allez avoir des morceaux de filament, donc d'ABS, qui vont partir, qui vont constituer les particules ultra fines, mais vous avez aussi des particules ultra fines de ces pigments et de ces additifs. Donc, selon la couleur et finalement selon le type d'additif, la quantité d'additifs ou de pigments qu'on a rajoutés, eh bien, vous allez émettre différemment. Donc, lorsque tout à l'heure, je vous faisais vous disiez à peu près 10 fois plus le PLA que l'ABS, dans certains cas, ça peut être 100 fois plus. Ça dépend aussi de la couleur. Qu'est-ce qui peut faire varier aussi les émissions, les taux d'émission? Donc, quand on parle de taux d'émission, c'est-à-dire un nombre de particules par unité de temps, par minute en général, ça va être la façon dont vous utilisez votre imprimante.
Le fabricant va vous dire pour l'ABS, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais peut-être entre 180 degrés Celsius pour la température d'impression et 240. Je ne suis pas sûr des chiffres exacts là, mais c'est pour juste donner un exemple. Ben, si vous imprimez à 240, vous allez émettre beaucoup plus que si vous imprimez à 180. Parce que la température de fusion va jouer. Pourquoi? Parce que plus vous chauffez, plus vous dégradez le matériau. Alors souvent, vous allez avoir une impression souvent qui est plus fluide, qui peut être meilleure, mais attention, parce que vous allez émettre plus de particules. Donc, ça, voilà encore. Alors, il y a beaucoup d'autres paramètres qui jouent. La vitesse d'impression joue. Vous avez l'orientation de l'impression, dans le sens où vous faites l'impression. Vous allez aussi le diamètre de la buse qui va jouer. Il y a vraiment beaucoup de paramètres et c'est ce qu'on essaie en ce moment de débroussailler au sein de mon équipe de recherche. C'est de vraiment d'identifier, premièrement, la majorité des paramètres, mais on veut surtout identifier quels sont les paramètres les prépondérants. Parce qu'à un moment, il va falloir faire un choix, parce que nous, ce qu'on veut, c'est aller voir, alors je travaille en santé et sécurité du travail, mais ça peut s'appliquer en santé publique pour l'impression loisir, en disant soit aux manufacturiers, soit aux utilisateurs, en disant, écoutez, on a identifié beaucoup de paramètres. Les plus pertinents, c'est par exemple la température de fusion, le diamètre de la buse, la vitesse. Ben, essayez de travailler dans ces domaines-là qui émettent le moins et vous aurez une qualité de pièce à la fin qui est satisfaisante par rapport à l'usage que vous voulez en faire. C'est un peu ça la philosophie. Donc, vous dire à l'heure actuelle quels sont les paramètres les plus importants, oui, ça reste la température, au niveau des paramètres de fabrication, mais après, il y a aussi, comme je disais, les paramètres intrinsèques au matériau, qui sont le matériau, sa couleur, etc. C'est excellent. Écoute, c'est vraiment, vraiment intéressant. J'ai 1000 questions, mais j'en ai une qui me brûle les lèvres. Mettons, j'utilise de l'ABS avec le pire pigment qu'on peut imaginer sur la planète, puis ça dégage 150 fois plus que le PLA, puis j'imprime de façon, on va dire, récréative. Est-ce que c'est encore, mettons, est-ce que ton discours de tout à l'heure tient pour dire que si c'est une impression modérée avec une pièce qui est légèrement ventilée normalement, encore là, il n'y a quand même pas de danger, même si c'est 100 fois plus que le PLA, ou à un certain point, le risque commence à être très élevé? Alors, que le risque, je vais faire... je vais faire appel à mes racines françaises, je vais faire ce qu'on appelle une réponse de Normand. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Alors, pourquoi? Parce que, bon, toujours, je vous rappelle, risque égale danger fois exposition. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est peut-être ça, parce que c'est vraiment d'aller jouer sur nous, comment on va l'utiliser. Si on reste au niveau loisir, il y a pas, alors c'est dans les futurs projets qui s'en viennent de mon côté, c'est d'aller faire des mesures justement d'impression récréative. Donc on pourra dans quelques temps, j'espère, vous répondre ni peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais oui ou non. Voilà, Okay. on va être plus clair. Mais si on reste quand même dans des expositions modéré, voire faible, c'est-à-dire dans des espaces, dans un lieu où il y a un volume de pièces assez importante, qu'on ait une ou deux mêmes imprimantes et qu'on imprime de façon vraiment récréative, c'est sûr que si on transforme son salon en mini, ce qu'on appelle des fermes d'impression, hein, c'est-à-dire où vous pouvez trouver des milliers d'imprimantes dans un même endroit, sûrement pas dans un salon, mais au niveau industriel, ben là ça, je vais dire, si c'est dans votre salon, si vous n'exagérez pas, il n'y a pas de souci apparent. Maintenant, ça va quand même, parce que ça n'a pas étudié, ça va quand même demander des mesures, parce qu'on peut se fier sur cette fameuse équation en disant bon, l'exposition n'est pas trop importante, mais ça prend quand même des données scientifiques pour être sûr de la conclusion qu'on va apporter. Ben, écoute, c'est une très bonne réponse. Je comprends exactement ce que tu dis. Maintenant, on sait qu'il peut avoir un risque. Le risque est faible. Évidemment, on veut diminuer le risque.
Puis là, il y a plein de fabricants d'imprimantes qui mettent des filtres HEPA, HEPA, là, après leur imprimante, disant, ben, imprimer n'importe quoi, ça ne sentira pas mauvais. Maintenant, est-ce que ces filtres-là sont capables de bloquer les particules ultra fines ou ça fait juste les souffler dehors et ça bloque les COV? Alors, un filtre HEPA n'est pas fait pour bloquer les COV. Alors, ça passe au travers. Les COV sont bloqués en général par des filtres au charbon actif. C'est ce qu'on utilise le plus Alors, souvent. je me reprends. Souvent, ça va être un filtre au charbon avec un filtre HEPA. Par exemple, je prends les Bamboo Lab, les Axe, les filtres BOFA. Ils ont un charbon au filtre, un filtre au charbon, excuse-moi, avec un filtre HEPA en arrière. Voilà. Alors, est-ce que, bon, ça bloque les COV? Alors ça, c'est une bonne chose, même s'il n'y en a pas énormément, ça enlève les odeurs. C'est moins désagréable. Exactement. Et les particules ultra fines, par exemple, qu'est-ce qu'il y en a de ces filtres-là? Alors, là, c'est le rôle du filtre HEPA. Le filtre HEPA est là pour bloquer les particules ultra fines et le font très bien. Ah! Et le font très bien. Leur conception, je ne vais pas rentrer dans les détails de la filtration, mais leur conception, leur design, je m'excuse pour l'anglicisme, est fait de façon justement à pouvoir arrêter les particules ultra fines. Maintenant, c'est il faut faire attention parce qu'en général, ces imprimantes sont dans des encoffrements. Donc, il faut là aussi, ça fait partie d'un programme de recherche qui est en train d'être mis en place. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, encore beaucoup de questions qu'on se pose nous aussi. J'essaie d'en répondre à quelques-unes, mais il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose. C'est justement l'efficacité des encoffrements. Pour revenir à ce thème-là, lorsque c'est un encoffrement, vous avez plusieurs types d'encoffrements, ceux qui possèdent des filtres, ceux avec ventilation aussi. Mais là, on n'est plus dans le loisir, mais vous en avez avec reliés à des systèmes de filtration et de ventilation. Vous avez celles qui ont effectivement des filtres HEPA et des filtres au charbon actif. Vous avez celles qui n'ont rien du tout. Vous avez celles qui sont rigides, avec des portes qui sont, allez, on va dire hermétiques, semi-hermétiques. Vous avez celles avec un zipper. Alors là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Parce que lors de l'impression, pendant les phases d'impression, préchauffage, impression, etc., effectivement, vous fermez votre encoffrement. Et si c'est un encoffrement qui est, je vais dire, le plus hermétique possible, donc vous commencez à voir que les zippers, déjà, ça pose quelques questions, vous ne risquez rien, puisque si elle est assez hermétique, souvent c'est des parois solides, vous avez les deux filtres HEPA et charbon actif. C'est fait pour ça, ça travaille bien, donc effectivement, vous ne risquez rien. Maintenant, comme je dis, ceux avec les zips, ça pose un peu plus de problèmes. C'est ce qu'on veut étudier parce que les écarts qui entre les dents d'un zip, ce sont des avenues pour les particules. Quand elles passent, elles ne voient ni un bord ni de l'autre. Elles sont assez petites pour. Donc, ça reste que ça pose des questions. Je ne vais pas dire que ça pose des problèmes. Ça nous pose des questions. Il faut qu'on le mesure, il faut qu'on le vérifie. Maintenant, il y a la dernière étape au niveau de l'impression. Enfin, post-impression, c'est quand vous allez ouvrir la porte et que vous allez récupérer votre pièce. Là, vous risquez, alors je suis désolé de ne pas encore donner de réponse affirmative, tout simplement parce que ça doit être encore mesuré, mais vous allez avoir ce qu'on appelle une exposition par bouffée. C'est-à-dire vous allez ouvrir et puis vous allez faire une différence de pression en ouvrant là, et hop, vous allez avoir les particules ultra fines qui vont sortir et vous allez être exposé. Maintenant, c'est un peu je reviens au début en disant maintenant, risque égale, vous l'aurez deviné, danger fois exposition. Donc votre exposition, elle va être importante au niveau de la bouffée en concentration. Il risque d'avoir quand même si les filtres fonctionnent, il risque quand même d'avoir des particules à des concentrations qui peuvent être élevées, mais le temps d'exposition va être très court.
C'est le temps que vous ouvriez, vous prenez la pièce, vous refermez. Donc, ça va être très, très court. Ce n'est pas dans la durée. Donc, ça réduit quand même l'exposition. Donc, vous êtes dans un cas où, si vous utilisez un encoffrement, vous avez une exposition par bouffée avec des concentrations qui peuvent être élevées. Alors, peuvent, hein, je me mets toujours au conditionnel parce qu'il faut faire les mesures, mais à un temps d'exposition très court. Et si vous faites une impression dans une pièce sans encoffrement, vous allez avoir des concentrations beaucoup plus faibles parce que ça va se disperser, mais à des temps qui peuvent être plus longs parce que si vous êtes dans le salon, ben, vous allez passer à côté sans avoir le nez dessus. Vous allez donc, mais tout ça fait que il faut avoir des données pour trancher vraiment à la fin. Je me permets de le répéter, mais c'est vraiment important de savoir qu'on ne sait pas tout. Et effectivement, il y a quand même, parce qu'il y a quand même après je vais dire le ressenti, on va dire, je ne suis pas hygiéniste industriel, mais je travaille beaucoup dans ce domaine, qui dit, bon, au niveau récréatif, on ne penserait pas, c'est une hypothèse de recherche, qu'il y ait des expositions trop importantes dès l'instant qu'on reste, et là j'insiste, dans le mode récréatif. Hein, c'est-à-dire qu'on ne transforme pas son garage en ferme d'impression. Voilà. Écoute, c'est très, très intéressant. Puis, en effet, j'imagine toutes ces études-là doivent prendre beaucoup de temps avec beaucoup de recherche. Quand vous arrivez avec quelque chose, ça doit être analysé, puis vérifiable, puis quantifié, tout ça. C'est que je comprends que ça prend du temps, mais écoute, merci beaucoup de répondre quand même à ces questions-là, même si les données ne sont pas toutes là, mais je pense qu'on commence à comprendre que les risques, l'exposition, puis tout ça, puis c'est super intéressant. Ça fait que, admettons, quelqu'un qui a une imprimante fermée avec des filtres au charbon et avec des filtres EPA diminue le risque considérablement. Puis, mais là, je me disais, bon, tantôt tu disais que les particules ultrafines pouvaient rester extrêmement longtemps dans l'air. Mettons que j'imprime dans le caisson avec les zippers puis que je mets du ruban dessus pour pas que ça sorte, peu importe, les particules restent. Si j'attends 5 heures ou 10 heures, est-ce que les particules tombent ou c'est en question de jours et de mois que la particule reste dans les airs ou ça dépend? Alors, bon, là, on rentre dans ce qu'on appelle la physique des aérosols. Et là, en fait, dans ces cas-là, on essaie de déterminer ce qu'on appelle la vitesse terminale ou de chute. On appelle ça vitesse terminale, vitesse de chute, vitesse de sédimentation d'une particule, le temps qu'elle met pour se rendre à terre, au sol. Donc là, dans l'encoffrement, par exemple. Là, s'il n'y a pas de ventilation, s'il n'y a pas de filtre, etc., ben, ça peut mettre... alors là, ça va dépendre de la taille des particules. Ça peut varier très rapidement entre une particule de 10 nanomètres et une particule de 200 nanomètres. Ça peut varier. Mais vous pouvez aller à plusieurs heures, voire 2-3 jours en suspension. Sachant que dès l'instant que vous allez ouvrir, par exemple, le zip ou ouvrir la porte, selon, vous allez créer un courant d'air et hop, ça se remet en suspension. Parce que ça aime bien se remettre en suspension, ces petites bêtes-là. Donc, voilà. Voilà la problématique. Donc, c'est vrai que le mieux, je dirais, là aussi, je me permets encore et encore de me répéter, il faut attendre les données. Mais la préférence irait quand même à des encoffrements avec porte et non pas avec zip, avec, si possible, un petit système de ventilation. Ce n'est pas obligé que ce soit relié, ça peut être juste un petit système d'extraction où les particules vont passer et laisser ouvrir à travers le charbon actif et le filtre EPA. Et lorsque vous avez terminé l'impression, c'est que cette ventilation, vous la laissez tourner quelques minutes après. 5-10 minutes après, parce que tout simplement, vous faites quoi? Vous faites un changement d'air, vous allez purifier l'air. Donc, ça va attirer les particules et donc, ça va… Parce que si elles mettent longtemps à se déposer quand il n'y a pas de courant d'air, dès qu'il y a un courant d'air, très rapidement, avec un flux d'air, elles vont être attirées par ce flux d'air. Donc, vraiment, c'est de maintenir cette ventilation pendant quelques minutes,
Nous, c'est ce qu'on fait au laboratoire. Bon, après, on a des matériaux qu'on utilise pour nos bandes d'essai électrostatiques, anti-électrostatiques, etc., pour aussi capter les particules pour pas qu'elles se remettent en suspension. Mais bon, après, ça a des coûts qui sont différents, hein, c'est certain. Mais c'est juste de laisser passer la ventilation, de laisser en marche la ventilation quelques minutes et de préférence, même si je dis encore à l'heure actuelle, il faut qu'on le mesure, mais c'est d'éviter les encoffrements avec des fermetures éclair, avec des zips. Écoute, c'est vraiment très intéressant. Et j'aimerais aussi rajouter, c'est beau d'avoir un filtre au charbon actif, c'est beau d'avoir un filtre EPA, c'est excellent. Hein, ce sont ce qu'on appelle des moyens de mesure de protection d'ingénierie, c'est que l'on met au niveau des imprimantes, mais il faut quand même penser à, de temps en temps, alors là je ne vais pas donner ni de durée, parce que ça dépend de l'utilisation que vous en faites, mais il faut les changer ces filtres. Oui, puis ça dépend de la grosseur des filtres aussi, j'imagine. Voilà, et là, il y a beaucoup de paramètres. En général, lorsqu'on utilise ces filtres-là, il y a des durées de vie, on va dire, qui sont indiquées en considérant que vous faites une utilisation assez récurrente de ces filtres-là. Mais effectivement, le charbon actif arrive un moment quand il aura capté trop de particules de COV, trop de molécules de COV, il va être saturé. Donc, ça va passer à travers, les COV ne seront plus arrêtés. Et les particules ultra fines, c'est la même chose. C'est un filtre comme des filtres voitures, comme des filtres industriels. À un moment, ça se congestionne, ça colmate et puis ça ne sert plus à rien. Si je résume un peu notre conversation, et écoute, ça m'ouvre plein d'idées, puis tu es content de ne pas être mon voisin parce que j'aurais tout le temps des questions pour toi. Ça sera avec plaisir. Hein? Oui, j'imagine. Ouais, puis peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de visiter un laboratoire, hein, puis tu travailles dans un laboratoire. Donc, en résumé, quelqu'un qui imprime de façon récréative 1 ou 2 imprimantes dans un endroit qui est ventilé correctement, comme dans une maison normale, le risque est pas nul, mais le risque est relativement bas ou un risque acceptable, on pourrait dire. Voilà. Si quelqu'un a 60 imprimantes dans une partie de son sous-sol, puis qui travaille qui travaille à temps plein, puis qui imprime à des températures élevées, aux températures maximum pour pouvoir imprimer plus vite, des choses de même, alors là, le risque augmente. Alors, moi, peut-être mon conseil, puis Ludwig, c'est toi le spécialiste, mais de ce que je retiens, il n'y a pas de danger à imprimer de façon récréative. Cependant, si vous voulez diminuer le risque encore plus, prenez une imprimante fermée, que ce soit la Bamboo Lab, la Creality, c'est laquelle la dernière qui est fermée, je ne me rappelle plus, je vais l'écrire en bas ici, on la voit apparaître, ou de vous faire peut-être même un caisson en acrylique ou en polycarbonate avec un filtre à l'intérieur au charbon. Si vous voulez, il y a Voron, les imprimantes Voron, qui proposent un filtre au charbon qu'on peut mettre dans n'importe quelle imprimante. C'est Samuel qui m'a parlé de ça, c'est lui qui a fait la grosse imprimante à résine que j'ai présentée l'autre fois. Là. Donc, avec un filtre au charbon dedans, ça diminue beaucoup le risque. Puis, charbon et EPA, là, évidemment, ça diminue beaucoup le risque. Même si le risque n'est pas très élevé, si vous voulez le diminuer, c'est très, très acceptable. On pourrait dire ça comme ça? Exactement. C'est toujours jouer sur cette fameuse exposition. Plus on va se mettre de barrières finalement entre les particules ultra fines et nous, et entre autres notre système respiratoire, plus on va diminuer l'exposition et puis on pourra imprimer de façon tranquille. Maintenant, j'ai une dernière question. Je crois que ça sort un peu de ton champ d'expertise, mais je m'essaye quand même. Qu'est-ce qui arrive avec le fait de toucher des impressions ou de licher des impressions? Est-ce qu'il y a des particules ultra fines qui peuvent se dégager de ça ou une fois que c'est refroidi, il n'y a plus de particules qui sortent de là? Alors là, ça, c'est une excellente question et je dois dire que c'est la première fois qu'on me la pose. Donc, elle est d'autant plus excellente parce que, au meilleur de mes connaissances, je n'ai pas vu dans la littérature scientifique de données sur cette problématique ou pas.
Je te remercie, Dominique, de me donner une idée pour des futurs travaux de recherche. Et puis, on se revoit dans quelques temps et j'aurai peut-être la réponse. Ça serait fantastique. C'est vraiment ce que j'espère qu'a été que j'ai pu transcrire ça dans mes paroles, c'est de dire actuellement, c'est vrai qu'au niveau loisir, on a des hypothèses. On a beaucoup d'hypothèses. Alors, quand on dit en recherche, on fait une hypothèse, ça veut dire qu'on a un fort pressentiment quand même, hein, mais ça reste des hypothèses. Après, il y a quelque chose, alors je dirais en santé sécurité du travail, mais qui peut s'appliquer là aussi, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Lorsque tu fais cuire ton steak dans ta cuisine ou tu vas faire cuire du poisson, ça sent pas bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir les portes. Pourquoi? Pour faire de l'aération. C'est pareil, ce sont des composés et même quand tu fais cuire ton steak, tu vas avoir des particules ultra fines. Là aussi, il y en a. Mais ce que je veux dire, c'est le bon sens de dire on fait quelque chose qui va émettre un contaminant, quel qu'il soit. On va essayer de le diluer un maximum. C'est le but. Ou alors de l'évacuer de façon forcée avec la ventilation. Et vraiment, c'est de comprendre qu'on est au niveau d'hypothèse pour l'instant, mais qu'on peut quand même, avec le bon sens, je vais dire que les risques sont pas nuls, mais restent minimales dans une limite d'utilisation raisonnable. Si je m'adresse, comme tu dis, à la personne qui est dans son garage avec 15 imprimantes qui marchent 24 heures sur 24, là, c'est plus du récréatif d'ailleurs, mais enfin, je pense pas. Mais et là, oui, en demi-sous-sol, je vais dire, bon, il faut peut-être faire quelques mesures. Là, il risque d'avoir un problème. Mais sinon, au-delà de ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de... je pense qu'il n'y a pas de grands enjeux en termes de santé. Ah, écoute, c'est rassurant en même temps. Puis, toi, as-tu vu d'autres scientifiques qui ont parlé de ça? Des scientifiques comme toi, là, des gens qui travaillent là-dedans, qui ont évalué ça, puis qui ont parlé sur Internet de ça? Moi, j'en ai jamais vu. J'ai vu des gens... Je pense que relier impression 3D avec exposition aux particules ultra fines, c'est sûr qu'au Québec et je dirais au Canada, je pense que je suis pas loin d'être le seul. Si tu veux, on étudie beaucoup. Ce qui a été dit à travers le monde, c'est l'exposition. Qu'est-ce qui a été mis? Ça, on le sait. Il y a des valeurs, on le sait. Maintenant, il n'y a pas d'art. C'est pour ça que mon programme de recherche existe. Hein. Il n'y a pas de littérature sur comment minimiser, comment s'en protéger, comment on l'a en milieu de travail. Il n'y a rien, par exemple. Il n'y a rien du tout en milieu de travail. Et donc, c'est l'occasion, mais je n'ai jamais vu de vidéo spécifique, mais je peux pas dire que je sois beaucoup sur les réseaux. Là, tu vas sûrement me donner le goût d'aller regarder tout ça, mais j'ai trouvé vraiment très intéressant la démarche que tu as, parce que malheureusement, la voix des sciences n'est pas souvent ou pas toujours écoutée, elle est souvent transformée, elle est souvent modifiée, et puis là, de dire, ben voilà, c'est pas mon expertise, je vais chercher quelqu'un. Comme moi, je t'ai dit, écoute, la toxico, à un moment, il faut savoir qu'on ne sait pas. Il ne faut pas essayer de trouver des réponses parce que j'ai lu ça, j'ai vu ça sur TikTok ou j'ai lu, voilà. Un moment, bon, il faut aller chercher dès la documentation scientifique. Il faut des fois même, nous on croise les documentations scientifiques parce que c'est pas parce que l'un dit ça que c'est vrai partout. Donc c'est tout un travail, mais je trouve que la démarche à tes auditeurs parce que c'est des questions qui se posent, d'aller chercher justement, je vais dire, un prémisse de réponse. Hein, tu as compris encore que c'était que des prémices de réponse et des hypothèses, mais je trouve ça vraiment très intéressant, vraiment super intéressant. Ouais, c'est comme dans mon domaine, hein. Il y a plein de gens qui s'improvisent spécialistes en cybersécurité. Ça fait plus de 30 ans que j'en fais, donc, puis que je fais des recherches là-dessus, puis j'ai fait des découvertes. Donc, je comprends un peu que
on ne peut pas être bon dans tout, on n'est pas des spécialistes dans tout. Il y a des choses qui m'intéressent, mais là, d'avoir l'opportunité de parler avec toi, écoute, c'est comme, je trouve ça fantastique, là. Je dirais, je renverserai aussi un peu la situation. Si toi ou tes auditeurs, des fois, vous posez certaines questions. Des fois, questions que tu as posées sur, effectivement, quand on va prendre un objet. Surtout, je dirais, quand on va le prendre, quand on le sort de l'impression. Vraiment, on le sort de l'imprimante, pardon. On le sort, quel risque on a au niveau cutané? Ben, ça peut être très intéressant. Alors, en milieu loisir, ça a peut-être moins d'impact parce qu'on ne fait pas ce geste des dizaines de fois par jour. En milieu du travail, une personne va le faire très souvent. C'est vrai. Donc, lui, on augmente, je reviens toujours à ma belle équation, on l'aime celle-là hein, en santé sécurité du travail, ben, c'est celle qui fonde de tout en fait. Hein. Et ben là, en milieu de travail, ben là, on va se dire, ben, attendez, on augmente l'exposition, donc il y a peut-être un souci. Et on n'a même pas parlé de la résine encore. Ah, aussi, là aussi, moi j'ai aussi une stéréolithographie, mais effectivement, là aussi, c'est qu'une hypothèse. Mais on penserait quand même qu'il y a moins d'émissions parce que ça se fait par-dessous, par UV, puisqu'on imprime en négatif à l'envers. Donc, on ne va pas avoir tant d'émissions, on ne devrait pas avoir quasiment pas d'émissions. Là, par contre, la problématique serait peut-être plus les COV. Écoutez tout le monde qui écoutait les vidéos, Ludwig est un homme très occupé. Vous l'avez vu avec toutes les données qui sort et les travaux qu'il fait. Il m'a contacté, il a pris du temps pour la chaîne, il a pris du temps pour nous aujourd'hui. Je vous demande, mettez des commentaires, remerciez-le s'il vous plaît, parce que c'est la première fois que je vois un scientifique qui vient en parler directement et qui est spécialisé là-dedans. Donc, mettez des likes, remerciez-le sur les commentaires, c'est très, 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 très apprécié. Ludwig, je te remercie 1000 fois. 10 000 fois. Je suis très content que tu m'aies contacté. Toi, tu es au Québec présentement, c'est bien ça? Tu es à Montréal? Oui, je suis à Montréal, oui. Bon, ben, c'est excellent. Alors, des fois, je passe par là. Alors, je vais peut-être avoir l'occasion d'aller te saluer, d'aller te serrer la pince, puis d'aller voir ton laboratoire. Donc, merci, Ludwig. Merci beaucoup pour ce temps-là. C'est très, très apprécié. Puis maintenant, on retourne dans mon studio. Alors, merci encore une fois énormément à Ludwig de son temps. C'est un homme qui est très occupé, vous imaginez, avec toutes les recherches qu'il fait. Donc, je voulais le remercier aussi son équipe qui font des travaux pour, dans le fond, pour les gens comme nous, ça nous aide à savoir à la maison, là, à savoir si c'est dangereux ou non de faire de l'impression 3D. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, comme d'habitude, mettez un like. Si vous avez aimé les réponses à Ludwig, écrivez-le dans les commentaires. Si vous avez une opinion là-dessus, gênez-vous pas. Ou si vous êtes un spécialiste, gênez-vous pas de les mettre dans les commentaires. Je vous demande de rester courtois, évidemment, dans vos commentaires, parce que ça peut générer un peu d'émotion, tout ça, comme l'autre vidéo avait généré de l'émotion. Mais on reste courtois, on reste amical. La chaîne, c'est une chaîne amicale. Donc, merci aussi aux supporters de la chaîne qui rendent tout cela possible, qu'on voit passer à côté de moi. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un like. Merci beaucoup et à bientôt.